Je m'appelle Mathias Lebrun, je suis lead front-end dans une boîte qui s'appelle Biop et j'ai co-créé et j'anime le podcast Putain de Code. Et donc je fais du ReasonML / Rescript, du React, du Sketch, du JS de temps en temps. Biop, la boîte pour laquelle je bosse, on fait des formats conversationnels pour les éditeurs et pour les annonceurs sur le web. Et en fait, il y a une partie publicitaire et on n'utilise pas le ciblage d'utilisateurs, on cible le contenu des articles sémantiquement pour afficher des contenus en relation avec ce qui se trouve dedans, pour avoir une approche un petit peu différente et un petit peu plus respectueuse de la vie privée des gens. Donc, merde. Est-ce que ma vidéo va se lancer ? Non. Bon, c'était pour vous montrer l'interface, mais c'est pas grave. Si vous voulez une démo, vous me demandez après. On veut pas avoir dans des interfaces des choses de type cette merveille de Windows XP, titrée Error avec écrit Success à l'intérieur. On veut pas cette horreur dans l'interface de CircleCI qui vous dit que vous êtes dans le projet nul, dans le repo nul, sur la branche nulle, que vous avez 0 job dans votre workflow et que c'est en train de charger, alors que vous êtes dans un vrai repo. On ne veut pas non plus avoir des erreurs de ce type-là qui interviennent sur de la production. On va voir au travers de 3 choses que virtuellement toutes les applications qui ont une interface vont avoir comme souci. C'est gérer l'optionnalité, gérer le succès d'une opération et gérer des requêtes ou des process asynchrones. D'abord, l'optionnalité. Donc, est-ce que j'ai une donnée ou est-ce que j'en ai pas ? On va prendre un exemple tout bête, une montre connectée qui traque votre activité tous les jours. Vous avez sur votre téléphone un petit calendrier avec votre résumé sur les 30 derniers jours, et donc vous travaillez sur cette application-là. Et donc vous attendez à votre bureau, téléphone en main, et l'équipe produit vous appelle. Et ils vous disent, on voudrait rajouter une notification push pour motiver les utilisateurs si on a détecté que dans les 30 derniers jours, ils n'ont pas eu d'activité du tout, ou ils ont eu un petit peu d'activité. Donc vous dites OK parce que vous êtes gentil. Et vous vous retrouvez avec votre tableau d'activité des 30 derniers jours. Et donc, si jamais il n'y a pas d'activité, vous avez undefined dans le tableau. Si jamais il y a une activité pour la journée, vous avez un objet qui contient les calories, la durée d'exercice, etc. Donc, intuitivement, la première chose que vous allez faire, c'est de trouver un jour qui correspond au prédicat que vous a demandé votre équipe produit. Donc, est-ce que dans les 30 derniers jours, je vais trouver un item qui est undefined ou un item pour lequel la dépense de calories est inférieure à 50 ? Sauf que là, vous faites vos premiers tests et la fonction vous retourne undefined. Qu'est-ce que ça veut dire quand ça vous retourne undefined ? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a eu aucun jour, ils étaient tous remplis, il n'y avait aucun jour en dessous de 50 calories, ou est-ce que ça veut dire qu'il y avait un jour complètement vide ? Vous ne savez pas, avec le résultat de cette fonction, vous n'êtes pas en mesure de définir si vous devez envoyer une notif ou pas. La raison de ça, c'est que la signature, donc en gros, ce que va prendre en entrée, ce que va sortir cette fonction, avec ça, vous ne pouvez pas définir le truc. Pourquoi ? Parce qu'elle prend un tableau d'items et elle retourne item ou undefined. Si elle ne trouve rien, elle retourne undefined, cette fonction. Donc si vous lui passez un tableau de quelque chose ou undefined, il va retourner quelque chose ou undefined ou undefined. Et vous n'avez aucun moyen de faire la différence entre les deux undefined en sortie. Ils ne sont pas distincts, vous n'êtes pas en mesure de savoir si vous vous trouvez dans une situation ou dans une autre. Si on veut l'implémenter correctement en JavaScript pour savoir dans quel cas on se trouve, ça fait quand même une chier de lignes de code en plus, parce qu'il faut trouver l'index. Si l'index est égal à -1, ça veut dire que vous n'avez pas trouvé d'item, sinon vous pouvez vérifier l'item et savoir s'il est undefined ou pas. Ça expose énormément de détails d'implémentation, et c'est du code qu'on n'a vraiment pas spécialement envie de voir dans notre application. À la rescousse, dans les langages typés, il y a un truc qui s'appelle le type option, ou il s'appelle dans certains langages aussi le type maybe. Le type option, c'est une espèce de petite boîte qui peut avoir 2 états distincts. Soit c'est somme quelque chose, soit c'est rien. Mais c'est une box. Et l'équivalent de la fonction find en Reason, c'est une fonction qui s'appelle getBy, et vous avez à peu près la même signature. Il prend un tableau d'items, un prédicat, et il vous retourne une option d'item. None si jamais il n'a rien trouvé, somme quelque chose s'il a trouvé quelque chose. Donc si on écrit notre prédicat, la fonction, elle ne va pas nous retourner un résultat qu'on ne peut pas définir parce qu'il va retourner non pas une option d'item, mais une option d'option. En gros, un type option peut rentrer dans un autre type option, ils sont composables. Ce qui fait que si jamais il n'y a pas de match, la fonction va vous retourner none. Si jamais il a trouvé un jour vide, il va vous retourner somme none. Si jamais il a trouvé un jour, il va vous retourner somme avec le jour rempli. Et donc, vous pouvez envoyer la notification à partir de maintenant parce que vous savez dans quel cas vous vous trouvez.
Les langages fonctionnels en général mettent à disposition des outils de manipulation, donc une fonction map pour transformer une option de A en option de B, ou un flat map qui vous permet notamment, comme on voit ici, d'accéder à des objets nestés qui sont optionnels. Ça arrive très souvent dans une API, vous avez un objet qui est là ou pas là, et puis à l'intérieur, il y a un autre objet qui est là ou pas là. Avec un flat map, vous pouvez accéder à des propriétés optionnelles, et à la fin, vous vous retrouvez avec un résultat plat. Maintenant, la gestion du succès. Dans la plupart des langages sur cette planète, il y a un système d'exception. Et donc un système d'exception, c'est que votre fonction, elle va retourner un résultat tout à fait normal si tout se passe bien, et il va jeter une erreur si jamais ça se passe mal. Sauf que c'est extrêmement chiant parce que il n'y a rien qui garantit que votre erreur va être rattrapée à un endroit donné. Vous ne savez pas si jamais le bout de code va le gérer bas niveau, plus haut, tout en bas, vous ne savez pas. Et c'est une espèce de dépendance implicite à la gestion d'erreurs qui est créée partout dans votre programme. L'API des promesses fait exactement la même chose parce qu'il vous oblige à gérer deux codes paths différents, un si tout se passe bien, un s'il y a une erreur. Et de la même façon que pour option, on a un type qui ressemble à peu près à ça dans les langages fonctionnels qui s'appelle le type result. On en voyait tout à l'heure dans le Rust. Le type result, c'est soit OK, soit error. Mais il ne peut être que dans ces deux états possibles. Ce qui fait que votre fonction, au lieu de donner un bon résultat et de jeter une erreur, il va retourner un résultat. Et le résultat, il va être soit OK et voilà le résultat de ce que j'ai fait, soit erreur et voilà ce qui a causé l'erreur. Ce qui fait que quand vous exécutez votre fonction, si vous voulez accéder au résultat en cas de succès, vous êtes obligé d'exploser en quelque sorte ce qu'a retourné la fonction et de gérer l'erreur. Vous pouvez simplifier les promesses en du coup ne leur donnant plus la gestion du succès, parce que la promesse pour l'instant elle peut avoir trois statuts, soit elle est en attente, soit elle a réussi, soit elle a échoué. Là vous pouvez considérer les promesses à partir de ce moment-là juste comme j'ai une valeur ou j'en ai pas. Vous pouvez composer le type de la promesse avec le type résultat et faire que la promesse elle a soit elle est en cours, elle est en attente, soit elle a fini et voilà son résultat et vous explosez le résultat plus tard. Ce qui vous permet en gros de trimballer votre résultat, de le stocker dans l'état de vos composants beaucoup plus simplement et de le pattern matcher. Par exemple ici dans une application React, vous stockez votre résultat et vous venez l'exploser et vous affichez, si vous êtes dans le cas OK, le composant pour afficher le résultat normal ou alors un composant d'erreur si jamais vous vous trouvez dans un cas d'erreur. De la même façon, vous avez des helpers pour manipuler ce genre de données et transformer un résultat de A en résultat de B et pour enchaîner des opérations qui peuvent échouer à la suite. Ça vous donne du code qui ressemble à peu près à ça. Ensuite, on a les requêtes. Cet écran me rend vraiment fou parce que j'ai dû vraiment y aller tous les jours pendant des années pour voir si la CI tournait bien et ça me rendait vraiment dingue. Pourquoi ils se retrouvent dans ce cas-là, CircleCI ? Quand on regarde, ils font un truc qui est assez courant dans la gestion des requêtes dans des applications React, Angular ou Vue ou peu importe, c'est qu'ils vont faire un type state qui va contenir trois propriétés. Est-ce que je suis en train de charger ? Si j'ai une erreur et si j'ai de la donnée. Si on décompose, on a deux états possibles pour chaque champ. Ce qui fait que si on met sur un tableau, sur une matrice, l'ensemble des résultats possibles techniquement avec cet objet, on se retrouve avec 4 cas valides qui correspondent à un état logique de notre application. J'ai pas encore lancé la requête, je suis en train de charger, j'ai fini avec une erreur, j'ai fini avec succès, mais il y a des cas qui ne sont pas censés pouvoir arriver. Je suis en erreur et je suis en chargement, ça n'a pas vraiment de sens. Je suis en erreur, j'ai de la donnée et je suis en train de charger, ça n'a aucun sens d'un point de vue applicatif. Pourquoi on se retrouve avec ces 4 états qui n'existent pas ? Ça, c'est parce que c'est un type produit. Et c'est là le truc important à comprendre, c'est pour ça qu'on appelle ça des types algébriques, c'est qu'on a des types somme et des types produits, donc c'est des maths. Tout con, mais c'est des maths. Si vous avez un type somme, comme le type option ou le type résulte qu'on a vu un peu plus tôt, vous additionnez les états possibles pour avoir le nombre total d'états possibles de votre type. C'est soit somme quelque chose, soit non. Vous avez deux états. Si jamais on fait un type produit, donc avec des champs qui peuvent individuellement switcher de valeur les uns les autres, vous vous retrouvez avec un produit de tous les états possibles. C'est pour ça qu'avec 3 champs de 2 états chacun, on se retrouve avec 2 fois 2 fois 2, on se retrouve avec 8 états possibles.
Pour représenter les requêtes, on peut créer notre propre type union très simple. On dit juste, soit je n'ai pas demandé, soit je suis en cours de chargement, soit j'ai fini et voilà une valeur. Et la magie des types, on peut le composer avec un type résultat si notre API peut échouer, et elle va échouer parce que le réseau, parce que plein d'autres choses. Ça vous permet de décomposer à l'intérieur de vos fonctions render directement une requête que vous stockez sous cette forme-là, et de bien mettre à plat tous les états possibles. Et il y a une fonctionnalité qui est dans la plupart des langages fonctionnels typés qui s'appelle l'Exhaustive Pattern Matching Check, putain je vais y arriver, où si jamais vous oubliez de gérer un cas dans votre décomposition d'un type somme, il va être capable de vous dire si vous avez oublié des cas. Ici j'ai volontairement enlevé le cas d'erreur dans mon pattern matching et le compiler me dit t'as oublié, il va y avoir une exception en runtime si jamais tu ne le gères pas. Alors maintenant on va juste voir une application démo que j'ai faite, qui est toute bête. C'est à gauche. Hop. Alors, c'est une API qui vous sort une image et un email random d'une personne. C'est assez gênant vu les têtes des gens, mais bon, voilà. Donc, j'ai fait en sorte que l'API, elle puisse échouer et elle puisse vous retourner des résultats. Ou elle puisse vous retourner 0 résultat. Donc là, on est dans l'application Rescript et on voit que ça fonctionne. Si jamais j'ai une erreur, le bouton devient Try Again. Là, j'ai pas reçu de résultat, donc j'ai un try again. Et là, j'ai réussi à charger une personne et on me dit donc, tu peux en charger une nouvelle. Si je vais dans mon application JS, qui est codée avec l'espèce d'objet que je vous ai montré avec le isLoading, le data et le error, là, ça marche. Là, j'ai une erreur. Et là, je suis dans un cas bizarre parce qu'on me dit get a random person alors que j'ai sûrement pas reçu de résultat de l'API, mais je devrais pas me retrouver dans cet état-là. Alors, on va ouvrir la source de l'application. Si je retrouve mon curseur, hop. Quand on va dans l'application Rescript, donc on voit que j'ai une fonction qui charge un nouvel item, qui va chercher un nouvel utilisateur et qui va le stocker sous la forme d'un request status, donc not asked, loading ou done, et la value c'est un result, est-ce que c'est OK, est-ce que j'en ai pas, ou est-ce qu'il y a une erreur, ou est-ce que j'ai reçu quelque chose. Ce qui fait que pour afficher le texte de mon bouton, je peux faire une décomposition à plat que le compiler est capable de me dire oui là t'as oublié un cas ou pas. Ce qui fait que si jamais j'ai pas demandé, je peux afficher demande, c'est le cas où l'application vient de booter, je dois demander une nouvelle personne. Si je suis en train de charger, j'affiche que je suis en chargement. Si j'ai une erreur ou que je n'ai pas reçu d'utilisateur, je dis réessayer. Et si j'ai reçu un utilisateur, je peux mettre en avoir un nouveau. Si je vais dans mon application JS, donc avec cette structure-là pour représenter la requête, déjà, je me retrouve avec du code qui est un poil moins lisible parce qu'on est dans un enchaînement de ternaires dans tous les sens. Et au final, on se rend compte que mon bouton Get Another One, il n'est jamais affiché. Pourquoi? Parce que la valeur nulle reçue par la requête, quand l'API m'a renvoyé un utilisateur qui n'est pas là, il se retrouve dans le même état que l'état initial, parce qu'il n'est plus en train de charger, la data est nulle et l'erreur est nulle. Donc pour lui, l'état on vient de booter l'application est indiscernable du je viens de finir une requête et l'API m'a retourné 0 utilisateur. Ce qui rend tout le code un peu plus compliqué, ce qui fait que si jamais vous voulez régler ce problème-là full JS, il va falloir créer un objet intermédiaire dans data pour dire j'ai reçu quelque chose et voilà de la donnée dedans pour pouvoir comparer les deux états, alors qu'avec juste un système de type, il le fait totalement naturellement. Pour ma conclusion, les types, ils ont souvent une très mauvaise réputation parce que les gens ont déjà fait du Java et que dans Java, les types sont là pour aider le compiler à dire je vais stocker telle variable à tel endroit dans la RAM, mais ils ne sont pas là pour vous aider vous, ils sont juste là pour vous faire chier. Dans les langages fonctionnels, en revanche, ils sont vraiment là pour vous aider à écrire du code correct. Et ils peuvent être un outil très 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 utile pour empêcher par design des bugs, parce que votre programme ne sera pas légal d'un point de vue compiler tant qu'il peut avoir certains types d'erreurs.
Et en plus de ça, raisonner avec des types algébriques, la plupart du temps, c'est plus naturel dans notre manière de réfléchir et dans notre manière d'exprimer des idées. Si vous dites cette fonction, elle retourne un résultat OK ou une erreur, c'est beaucoup plus simple à comprendre si vous parlez à quelqu'un qui ne comprend pas ou qui ne connaît pas l'informatique que de dire cette fonction retourne une valeur ou jette une erreur. À quel moment on s'est dit c'est normal dans notre industrie de dire jeter une erreur? Et pareil, c'est plus facile de dire ce champ il a un utilisateur ou rien que de dire ce champ c'est un utilisateur ou il est nul. Sémantiquement, on ne réfléchit pas comme ça. On ne réfléchit pas par substitution de valeurs dans nos têtes. Au final, sur une application, on va dire de bonne taille, quand vous avez un sacré paquet d'interfaces, le JS et l'absence de type peut mener à une très haute complexité accidentelle de votre code parce que vous allez écrire plein de lignes de code juste pour gérer des cas qui peuvent être totalement évités en utilisant un autre langage. Et les systèmes de types peuvent vous permettre d'augmenter la complexité business, donc ce qui va créer de la valeur pour votre boîte et ce qui va faire votre différence, plutôt que d'augmenter la complexité accidentelle. Et voilà, merci beaucoup. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci, déjà, c'était très clair, c'était limpide. Juste, je me demande, j'ai peut-être loupé un truc au début, hein, mais là, j'ai envie de le mettre en place, du coup, sur mes projets directs. C'est possible, genre, j'arrive, je fais du React, j'ai pas bien fait attention au début, en fait. Alors, en gros, le Rescript, c'est un langage qui compile vers du JavaScript et il suffit de le npm install et de faire tourner le compiler. Et en gros, si je vais dans le fichier JS généré, c'est du JS que tu peux importer directement dans ton application. Tu peux le mettre incrémentalement sans problème. Et il peut même générer avec des petites annotations les exports en TypeScript pour que TypeScript comprenne directement les types du fichier écrit en Rescript. Pour partager du code entre du code qui serait Ouais, pas... ça marche dans les deux sens. Merci Mathias.